La femme n'avait pas de place, on va dire, dans mon pays. Derrière chaque couture, il y a une cicatrice. Derrière chaque vêtement, une histoire. Tout le monde me regarde bizarrement, je parle pas du tout la langue française, donc je dois très vite m'adapter. On est la période du Covid, je prends 35 kilos. Je commence à prendre refuge dans les vêtements parce que je dois trouver une alternative à mon look qui paraît bizarre. Je commence à prendre le dressing de mes parents, les vieilles fourrures de ma mère, les blazers oversize de mon père. Je me cache, mais ça me donne un côté très chic. Ma personnalité change et les gens, le regard autour de moi change très vite. Depuis le lycée, je sais que je vais travailler à mon compte. Mon père, à la maison, il essaie de nous pousser vers l'entrepreneuriat. On récupère plein de vieux tailleurs, des tailleurs Chanel, vraiment déchirés, abîmés. Et on décide de les recycler en fait, d'en faire des produits neufs. Et c'est là d'où vient le projet de créer une marque d'upcycling de vêtements. Derrière chaque couture, il y a une cicatrice. Derrière chaque vêtement, une histoire. Celle de Selima Kerimova commence loin d'ici. Une enfance marquée par l'exil, par le poids des règles d'un monde qu'elle a fui, et par la découverte d'un autre, où les femmes semblaient libres. Entre deux univers, elle a grandi dans ce tiraillement, ne pas décevoir ses parents, et rêver d'incarner cette Parisienne libre, élégante, affirmée. Alors elle a cherché un langage. Ce langage, ça a été la mode. Mais pas une mode superficielle. Une mode comme refuge, comme armure, comme miroir de ses blessures et de ses désirs. Ses parents ont tout sacrifié pour qu'elle puisse suivre son chemin. La réalité a été brutale, pas d'argent, pas de réseau, la nécessité de mentir parfois pour survivre, et l'ombre de la dépression. Se perdre avant de se retrouver. Et c'est dans cette douleur que naît sa force, Jeune Couture Brand, un projet qui n'est pas né d'un business plan mais d'un besoin vital. Aujourd'hui, Selima est fondatrice de Jeune Couture Brand, où le luxe et l'upcycling se rencontrent, de la Fondation de la mode, qui accompagne les créateurs de l'idée jusqu'au vêtement, et plus récemment de Portfolio, un espace pour connecter talent et regard. C'est une histoire de renaissance, une histoire de courage, une histoire où la couture devient thérapie, transmission et manifeste. Bienvenue Selima, je suis très heureux de te recevoir. Bonjour, merci à toi. Je suis très honorée et c'est une très belle introduction. Ça m'a beaucoup touchée et ça me plonge directement dans tout ce parcours par lequel j'ai pu passer. Dont on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Évidemment, dans cet épisode, on va parler de ton aventure entrepreneuriale, mais aussi de ton parcours. Et la première question, avant de parler de mode et d'entrepreneuriat, j'aimerais qu'on reparte au tout début et de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi. Ouais. Alors moi, je viens de très loin. Je suis née en Russie, donc dans une petite république qui s'appelle la Tchétchénie. Donc je suis née là-bas et en fait jusqu'à l'âge de mes 6 ans, j'ai vécu là-bas avec mes parents. Je viens d'une famille nombreuse et on a très vite dû quitter le pays à cause de la guerre, parce qu'il y a une guerre civile qui s'est installée entre la Russie et la Tchétchénie. C'était pas très facile parce que on est arrivé en camion. Mon père a tout perdu pendant cette guerre. En fait, c'est un peu mon modèle dans tout mon parcours parce que il avait plein d'enfants à charge. Il aidait en Russie, en fait, il aidait les personnes qui devaient se protéger par rapport à la guerre. En fait, il leur donnait de la nourriture, il avait un grand commerce là-bas et c'est comme ça qu'il s'est fait arrêter et qu'on a dû venir en France se réfugier. Donc j'arrive à l'âge de 6 ans en France un petit peu perdue, je sais pas où je suis et je découvre tout un nouveau monde. La femme au regard de ma mère, j'avais des souvenirs qui étaient très flous, mais la femme n'avait pas de place, on va dire, dans mon pays. Et en fait, quand j'arrive en France et que je vais déjà à l'école, je me rends compte qu'on est sur une culture complètement différente et qui me passionne très vite. T'as des souvenirs des premiers souvenirs de ton arrivée en France? Oui, je me Qui souviens. t'ont marqué? En fait, quand je suis arrivée à l'école, je vois les filles, c'était période d'été, et je vois que les filles sont en short, avec des petits débardeurs. C'est des choses que moi je pouvais pas porter. Je devais me couvrir complètement le corps, alors que j'avais 6 ans, donc c'était très tôt.
Et je devais porter aussi une casquette pour cacher mes cheveux. C'est allé tellement loin la dictature là-bas, donc même depuis très jeune, la femme, elle devait vraiment se cacher, quoi. Donc mes parents, ils étaient un peu dans cette mentalité-là, mais très vite ils se sont rendus compte qu'en fait c'est pas la vraie vie. Donc ils m'ont apporté une liberté et j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Mais les premiers mois, j'arrive et je vois qu'il y a un vrai contraste en fait. Donc c'était compliqué pour moi. Comment ça va se passer les premières années justement? La différence de culture, de... C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tout le monde me regarde bizarrement. Je parle pas forcément la langue. Enfin, je parle pas du tout la langue française. Donc, je dois très vite m'adapter. Et en fait, je commence à prendre refuge dans les vêtements parce que je dois trouver une alternative à mon look qui paraît bizarre. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à prendre le dressing de mes parents, donc les vieilles fourrures de ma mère, les blazers oversize de mon père. Je me cache, mais ça me donne un côté très chic. Et en fait, ma personnalité change et les gens, le regard autour de moi change très vite. Je passe pour la fille hyper riche puisque les fourrures dans le collectif commun, ça coûtait extrêmement cher. Donc très vite, j'arrive à changer de personnalité et me faire accepter. Et c'est comme ça que je prends goût à la mode depuis très jeune. Et donc ça, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai 6-7 ans. Ouais, donc ouais, je suis encore tu t'intéresses très vite exactement. À ce qu'on appelle la mode, mais finalement toi, tu visualisais pas forcément comme le mot mode, c'était le fait de différencier et de t'habiller avec des vêtements. C'est ça. Comment est-ce que tu vis ton enfance? Quand j'arrive en France, beaucoup mieux. Mes souvenirs d'enfance dans mon pays, c'était très compliqué parce que c'était la guerre, quoi. Donc j'étais dans des camps de réfugiés avant de venir ici. On a beaucoup voyagé aussi parce qu'on on était en Allemagne d'abord, après on a été déporté en Pologne, après on est revenu en France. Enfin, c'était très compliqué. Et en fait, quand j'arrive en France, mon père n'a pas les moyens de me garder, moi et mon grand frère et ma grande sœur. Donc, il nous confie à ma tante à Poitiers et il reste avec dans un petit HLM avec mes 3 autres petits frères et sœurs où il essaie de construire sa vie d'abord. Donc il apprend la langue française tout seul, il va travailler à la boulangerie où il essaie de gagner son pain et pendant 1 an on se voyait pas en fait. Moi j'étais à Poitiers et lui il était à Paris, donc j'ai vécu dans des églises, par exemple, quand je suis arrivée en France. La France m'a beaucoup aidée. Je suis très, très reconnaissante parce qu'on était tout le temps bien accueillis. On était dans des hôtels. Enfin, on prenait en vrai soin de nous et ça m'a donné des foi aux gens parce que ce soit la Croix-Rouge, les choses comme ça, en fait, ils étaient tellement bienveillants envers moi que mon arrivée en France était très bon, on va dire. Ouais. Malgré que ce soit atypique. Ouais, c'est clair. Comment est-ce que tu vas vivre tes études avec le fait d'apprendre le français Je m'adapte assez vite parce que quand je suis jeune, forcément, je pense que c'est plus facile d'apprendre les langues. Je m'adapte assez vite et en fait, dès que j'arrive justement, quand je rejoins mes parents après la première année, donc j'ai 7 ans, j'arrive dans un petit quartier dans le 91 et je m'adapte très vite, comme je t'ai dit, avec cette nouvelle personnalité, on va dire. Et donc, tes études se passent, enfin collège, lycée, etc. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Après mes études, donc au lycée, j'étais pas vraiment bonne à l'école. Donc moi, je prends goût à la peinture, vraiment au métier créatif. En fait, dans ma tête, je suis tout le temps à la recherche de liberté parce que c'est pas quand je rentre chez moi, mais en fait, avec ma communauté, que ce soit en France ou à l'étranger, j'ai toujours ce complexe ou cette peur de me dire on va me juger pour ça, enfin c'est compliqué pour moi, donc j'essaie de vraiment me sentir libre. Donc je m'intéresse à la peinture, je m'intéresse à l'art et je fais un lycée en art plastique et après je rentre en école de mode par la suite. Donc tu rentres direct en école de mode avec cet objectif de travailler dans la mode, évidemment. Oui.
peut-être pas forcément de créer une marque dès le départ ou Si. Directement. En fait, depuis le lycée, je sais que je vais travailler à mon compte. Mon père, à la maison, il essaie de nous pousser vers l'entrepreneuriat. Lui, c'était un entrepreneur quand il était en Russie, donc on a déjà cette mentalité et cet état d'esprit, oui. Et en fait, il fait pas la différence qu'on soit des femmes ou des hommes. Ça me met beaucoup en confiance, donc j'ai cet état d'esprit où j'ai envie de créer quelque chose, de créer ma marque. Je rentre à l'école dès les premières années, je leur dis que je vais créer la marque, tout le monde me regarde de haut. Mais oui, j'ai toujours voulu. Je sais que j'ai toujours voulu entreprendre et je sais que j'ai toujours voulu créer quelque chose qui est propre à moi en fait. Qu'est-ce que tu retiens de cette école de mode? Très compliqué. Ah ouais. J'ai eu un passage très compliqué. J'étais très souvent incomprise. L'écosystème en France ou l'éducation en France, on te pousse pas à entreprendre, surtout quand tu es une femme et que tu viens d'un milieu modeste. Très vite, on te décourage, on te dit qu'il te faudra les moyens, qu'il faut beaucoup d'investissement pour le faire. Quand je faisais mes jurys, par exemple, de première année et que je disais que je voulais créer ma marque par la suite, ils me disaient, mais tu te rends compte, Selima, il te faut 20 000 € pour créer ta marque. Et en fait, ça me poussait à aller en contradiction et à croire encore plus en mes rêves, en fait. Donc, c'était très compliqué et j'avais beaucoup de mal à m'adapter un peu à toute cette scolarité parce que dans ma tête, je voyais le monde différemment. Je bataillais beaucoup avec mes professeurs, avec mes camarades de classe. J'étais vraiment arrêtée sur ma vision que j'allais devenir une grande entrepreneuse. J'étais en cours de marketing et à un moment, le prof nous raconte un peu son histoire, nous dit que c'est très dur de créer sa marque. Il a son concept store. Et en fait, je me mets toujours en première devant la classe parce que j'ai envie de lui dire que non, c'est possible. Et je me souviens, je lui réponds, je lui dis oui, mais moi, je sais que je vais faire 1 million la première année. Et en fait, toute la classe rigole. Et dans ma tête, ça paraît faisable. Même si je sais pas comment je vais le faire, ça paraît, dès cet âge-là, ça paraît faisable et je m'arrête pas sur ma vision. Dès le départ, tu es ultra déterminé Ouais. et tu sais que ça va fonctionner, que tu vas entreprendre, que tu vas créer une marque et que ça va cartonner, quoi. Exactement. Donc, suite à cette école, qu'est-ce qui se passe? Donc, suite à cette école, je tombe en dépression. On est la période du Covid, je prends 35 kilos. Je me mets tellement de pression avec les cours, avec la pression que je reçois avec les professeurs, mes camarades. J'étais vraiment seule au monde. C'était très compliqué pour moi. Donc, la 3e année, je tombe dans une dépression sans m'en rendre compte. Et en fait, j'essaie de entreprendre à ce moment-là pour sortir de ça. Et c'est là que je rencontre mes associés parce qu'on est plusieurs sur le projet. L'un, c'est déjà mon frère, donc je le connais depuis longtemps. Et le deuxième, c'est notre meilleur ami qu'on a rencontré aussi à Poitiers, donc ça fait très longtemps. Et c'est là où je rencontre et on se dit qu'on va commencer déjà dès maintenant, même si on fait encore nos études tous les trois, on se dit qu'on va commencer et faire quelque chose. Donc de là naît Kamad. Exactement. Ce qui deviendra ensuite Jeune Couture C'est Brain. ça. À quel moment vous vous dites, OK, on va créer une marque? Ça se déroule comment? Alors, en fait, ce qu'on se dit, c'est, on cherche un concept déjà. C'était le temps où on regarde un peu ce qui se fait déjà à l'étranger, à Londres, aux États-Unis, pour trouver quelque chose, notre niche en fait. Et le concept du vintage venait d'arriver en France, mais on n'en parlait pas du tout, et le concept de upcycling encore moins. Et on se dit que en fait, on n'a pas d'argent, on a des vieux vêtements qui traînent dans nos dressings, dans nos garde-robes, et on a un peu de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on sait coudre, on sait faire quelque chose de nos mains. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère plein de vieux tailleurs dans des brocantes en Chine aussi. On récupère des tailleurs Chanel vraiment déchirés, abîmés, et on décide de les recycler en fait, d'en faire des produits neufs. Et c'est là d'où vient le projet de créer une marque d'upcycling de vêtements. Incroyable. Et donc lier justement le luxe, la mode et l'upcycling. Exactement. Alors là, vous avez l'idée, mais du coup,
plus difficile, entre guillemets, c'est d'exécuter cette idée. C'est ça. Comment est-ce que ça se passe? Alors, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère une trentaine de pièces qu'on recycle, qu'on crée des nouveaux produits, en fait, et on fait un pop-up store. Donc, dans le Marais, on a investi 300 €, je crois, pour la journée. On met des flyers un peu partout à l'école, on donne des flyers au maximum de personnes qu'on peut. Et on avait besoin de public à ce moment-là sur les réseaux, de se développer. Et je me souviens que j'avais fait un stage dans une boutique duty free quand j'étais encore en troisième. Et ce que je décide de faire, c'est avec une amie à moi qui a 10 000 abonnés, quelque chose comme ça. Je lui dis, viens, on va aller dans cette... Je sais qu'en fait, qu'il m'avait offert plein de cadeaux quand j'avais fini mon stage. Et en fait, c'était des cadeaux, des parfums, des soins, des beautés, etc. Et en fait, je me dis, viens, on y va au culot, on leur demande une collab, un concours, et on essaie de voir ce qu'ils nous donnent comme produit, en fait. Donc, on va là-bas et ils acceptent de faire une collaboration, du coup, avec mon amie qui est une micro-influenceuse. Et donc, on reçoit des produits de grandes marques de luxe. On avait un panier plus de 2-3 000 € pour le concours. Donc, on s'est dit, OK, c'est passé. Là, on va faire le concours et on fait le concours. Ça marche extrêmement bien. On gagne 5 000 abonnés d'un coup grâce au concours. On a une base des gens qui peuvent venir à notre pop-up. On se dit, on a un peu d'argent pour ouvrir le pop-up. On a recyclé des vêtements et c'est là qu'on organise notre premier pop-up store pour vendre nos pièces. Le pop-up, il portera le nom de Kamad? Kamad Reworked à l'époque. Ok, ouais. Trop bien. Pour une journée, du coup? Pour une journée. Et du coup, cette journée, elle se passe comment? On a vendu... je sais qu'on avait investi à peu près 500 € et on a vendu, je crois, pour 4-5 000 €. Okay. Donc, on était déjà contents. un bon x10. Ouais. Puis même, je pense, le fait aussi de voir ses clients acheter ses premiers produits en direct, parce que j'imagine que vous étiez du coup dans le pop-up pendant toute la journée. C'est ça. Ça te fait quoi, ces premiers... Après, c'était des gens qu'on connaissait déjà. Il y avait quelques entourage, têtes. Voilà, c'était un entourage proche, donc on se rend pas forcément compte. On se dit qu'on a réussi notre objectif, qu'on a essayé de faire quelque chose. Et en fait, on est content. Et en fait, pendant ce pop-up store, ce qui se passe, c'est que nous, on recycle des bijoux par rapport avec les boutons des tailleurs et on en fait des colliers. Et en fait, pendant ce pop-up store, tout le monde nous parle que de ces bijoux-là. Alors qu'on les avait pas commercialisés, rien. En fait, c'était des boutons vintage qu'on a recyclés en collier et on voit que c'est quelque chose sur lequel on peut aller, en fait, parce qu'il n'y a pas de marché du bouton. On en avait trouvé plein aussi en brocante qui coûtaient rien du tout. Et dès qu'on finit ce pop-up store, en fait, on s'arrête directement sur ça. On se dit, ah, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces boutons-là? Parce que, en fait, on a direct l'idée qui émerge, quoi, après le pop-up store. Et c'est le souvenir que j'ai, du moins, c'est qu'on a directement enchaîné, en fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Donc après, c'est marrant. Alors du coup, le pop-up store est fini. On se laisse 2-3 mois le temps de finir nos études. On finit nos études en octobre 2020. Et tout le monde est diplômé. On se retrouve dans un 35 mètres carrés tous les quatre, petite réunion le soir, et on se dit bon, on fait quoi maintenant? Je peux pas demander de l'argent à mes parents qui ont beaucoup trop investi dans mes études. On n'a pas d'argent non plus. Donc chacun se met à faire un petit peu des jobs à côté, livreur. Les garçons étaient livreurs. Moi, je faisais à mes collègues des soins de beauté avec les produits qui me restaient. Les produits de luxe qui me restaient. Et donc, on récolte une base de 500 € et en fait, on va en brocante et on chine plein de petits boutons. On passe en parallèle toute la semaine à envoyer des mails et des messages à tous les influenceurs. Donc, j'écris top 20 influenceurs français et en fait, je leur envoie des mails à tous les jours. Il y a une influenceuse d'Angers qui nous répond et qui décide d'accepter le gifting, de recevoir le bijou, en fait. Donc, on lui explique le concept. En fait, au début, ça parle à personne, l'upcycling. Ils se disent qu'est-ce que c'est. Enfin, c'est tellement peu connu que c'est très compliqué aussi de mettre les mots sur ça. Donc, elle nous fait une pub et on a 5000 connexions sur le site. Okay. Donc là, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Et donc 5000 connexions, on a 150 bijoux à vendre, tout part en 2 minutes. Wow. Et on s'est dit, OK, là, on est sur quelque chose. On vient de se faire 15 000 €. Qu'est-ce qui se passe? Ouais.
Donc, quelle peut être la suite c'est ça. C'est fou parce que c'est nouveau, personne connaît le concept, ça se vend très vite. Et le problème qu'on rencontre, du coup, c'est maintenant de trouver ces boutons-là et de pouvoir faire ça tous les semaines. Oui, parce que la problématique de l'upcycling, c'est un produit qui du coup est réutilisé. C'est ça. Donc faut le trouver pour le réutiliser. C'est pas de la fabrication. Donc c'est tout le challenge de l'upcycling. C'est ça. Et surtout que c'est des pièces uniques en fait. Et on peut y avoir 2-3 quantités, mais c'est des boutons uniques. Tu l'achètes une fois, pas deux fois. C'est ça. Exactement. C'est pour ça qu'on a 150 références différentes et mais c'est que des pièces uniques. Et en fait, dès qu'il y en a un qui se vend, quand on a eu les 5000 connexions, tout le monde s'est dit ah OK, tout est sold out, qu'est-ce qui se passe? Donc ça crée une rareté, ça crée une exclusivité et ça crée de l'intérêt surtout pour les 4000 et quelques personnes qui n'ont pas pu l'acheter. Et vous allez faire quoi? Et on recommence la semaine d'après. On trouve d'autres bijoux, d'autres boutons, pardon, et on recommence le concept toutes les semaines. Donc, on faisait 200 bijoux par semaine. On n'est pas bijoutier. On recrute des bijoutiers. Enfin, on recrute pas des bijoutiers. Le frère d'un des associés, Mariano, est bijoutier de formation. Donc, il vient à Paris. On prend tous nos collègues de l'école qui n'ont pas trouvé de stage. On se fait une équipe de 13 personnes qui cherchaient des stages, qui cherchaient à nous aider, etc. On a 3 auto-entreprises et en fait, on essaie de les avoir tous avec nous, quoi. Donc, on est 13 dans un... Il se passe tellement de choses que faut que, tu vois, je me souvienne. Mais ça devait être assez fou de voir 13 personnes dans les 35 mètres carrés? Non, parce qu'en fait, il y avait un appartement à louer au-dessus de 75 mètres carrés avec un mur qui était vraiment très bas. Et c'est ça qu'on a pris. On a mis les 13 personnes, on était 13 dans ce petit atelier, quoi. Donc les journées devaient être hyper intenses. Ouais. Et du coup, donc une fois par semaine. Et après, sur la suite? C'est ça. Donc une fois par semaine, on fait ces drops. On vend entre 150 et 250 bijoux. C'est énorme maintenant que j'y pense. Et en fait, tout l'argent qu'on récupère, on réinvestit. Donc, on réinvestit pour acheter des machines à coudre. On réinvestit pour acheter... En fait, on se prépare. Tout est fait intuitivement, en fait. Mais on se dit, OK, le concept des bijoux, ça va prendre fin parce que le produit s'épuisera bien un moment ou un autre. Il faut qu'on trouve quelque chose dont on pourra faire une transition très rapidement, en fait. Et surtout, habituer nos clients à avoir d'autres produits sur le site pour qu'ils se disent pas que c'est que des bijoux qu'on fait. Donc, même si ça cartonne, vous vous dites, OK, on prépare la suite en réinvestissant l'argent dans le futur. Et du coup, le futur, c'est comment? Et du coup, le futur, c'est 6 mois après le lancement du coup de Kamad. Ça cartonne, on fait un chiffre d'affaires aberrant. On a très peu de charges parce que faire des bijoux, ça coûte rien. Et on réinvestit, on achète des machines, on achète plein de choses et on décide d'avoir un autre atelier parce qu'il devient beaucoup trop petit pour nous, surtout si on veut faire du vêtement. Et en fait, nous, on n'a aucune connaissance de comment avoir une production, qui appeler, c'est la période du Covid. On sait pas en fait comment on peut faire des vêtements, industrialiser le vêtement et on le fait juste à l'instinct. Donc on se dit on va prendre un atelier plus grand, on va acheter tout ce qu'on a besoin, donc toute la fourniture et on va essayer de recruter une main-d'œuvre compétente parce que les stagiaires, ça peut nous aider pour des petites retouches, mais on a quand même besoin de personnes très expérimentées pour leur proposer un produit de qualité, en fait. Dans nos têtes, on se dit, si on veut se démarquer sur le marché du vêtement, il faut qu'on propose de la qualité, il faut qu'on essaie d'avoir quelque chose qui se différencie des autres marques. Donc, on commence à prendre un atelier de 200 mètres carrés, dans lequel on reste 2 ans, 3 ans, 2 ans. Si je me trompe pas. Et dès qu'on a cet atelier, on recrute notre nouvelle équipe. Donc là, on a déjà notre entreprise officielle, SARL. Enfin, on n'est plus en auto-entreprise parce qu'on a dépassé le seuil depuis longtemps. Et du coup, on prend notre atelier et on cherche des couturiers. Faut savoir que c'est très compliqué de trouver des couturiers en France expérimentés parce que l'artisanat français ça n'existe plus.
dans le milieu de la mode, ou soit elles sont déjà chez les grandes maisons, mais c'est très peu en fait. Ce métier n'existe plus en réalité en France. Tout est fait à l'étranger aujourd'hui. Ouais. Donc c'est très compliqué. Et en fait, vu que je parle russe couramment, ce que je décide de faire, c'est nous en fait en Russie, on a une éducation, c'est soit tu fais de la cuisine, soit tu couds. Donc je me dis, on a ça dans le sang, on sait le faire, on va trouver des dames très expérimentées, et pour minimiser notre main-d'œuvre, on va recruter une équipe d'Ukrainiennes, de Polonaises, de Russes qui savent pas parler français et qui arrivent pas à trouver du travail. Et en même temps, je peux avoir mon équipe avec laquelle je peux grandir en fait. Ok, donc là tu vas sourcer justement ces couturières. Et donc après sur la création des premières pièces, j'imagine. Ouais, exactement. Donc en fait, on fait tout ça. Et donc dès qu'on a une équipe, pareil, on se fixe, on a 15 personnes dans nos nouveaux ateliers, et donc on commence à créer nos premiers vêtements. Donc moi je suis partie image, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, de la communication. Mon deuxième associé Mariano qui est directeur artistique, et le troisième associé Denis qui est directeur financier. Donc on s'attribue nos tâches, on essaie de structurer, faire quelque chose, et donc chacun a sa mission. Donc moi je dois faire du contenu, Mariano doit créer les vêtements, enfin dessiner, designer les vêtements, et Denis s'occupe de tout l'aspect finance et comptabilité, etc., toute la paperasse on va dire. Donc on commence à créer nos premiers designs, très compliqué de leur expliquer comment faire tout ça. On n'a pas encore. En fait, on a les formations d'école, mais quand on fait, c'est toujours différent. C'est différent. Donc, faut essayer d'apprendre ça, faut essayer de leur expliquer. Et on commence par les basiques, les t-shirts, des hoodies, des chapeaux, des bobs, tout ce qui est le plus simple. On essaie de commencer avec ça et de développer la marque avec des produits simples mais très qualitatifs. Au départ, vous ciblez les femmes, les hommes Avec les bijoux, c'était que les femmes. Okay. Mais on n'a jamais fait de business plan, on s'est jamais dit OK, notre clientèle ça va être ça. En fait, c'était que à l'instinct, donc mon parcours est très atypique parce qu'on fait une chose, on l'a réussi, on passe très vite à autre chose, et tout est fait à l'instinct. Avec nos réunions qu'on fait le soir, on se voit tous les soirs. Après 18h, nous on fait nos réunions jusqu'à 2h du matin, les 3 associés, quelque chose qui nous permet d'attaquer le lendemain en fait. Et d'être tout le temps en mouvement et d'avancer de cette manière. C'est ça. Donc là, vous faites ces premières pièces, vous les vendez? On les vend. On les vend parce que quand on a fait les bijoux, on avait 300 influenceurs. On a leur adresse. Donc dès qu'on peut envoyer quelque chose, on leur envoie, et donc ceux qui aiment, ils font les stories quoi. Dans les influenceurs, il y a du micro, du macro, enfin tout le monde. On a eu Lena Situation, on a eu Joïka, on a eu l'influence française, on les a tous eus. Donc des fois. C'était toi qui gérais cette partie-là du coup? Oui, c'est moi qui gérais cette partie-là. C'était quoi un peu tes techniques d'approche sur des gens qui sont extrêmement sollicités? Il y a une technique qui est très simple. En fait, maintenant tu peux plus le faire sur Insta, mais en fait t'envoies un message, tu le supprimes, tu le renvoies. Et je passais mon temps à faire ça jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui me réponde. Du coup, tu remontais à chaque fois dans les invitations. C'est ça. Donc tous les matins, c'était ma mission, c'est que je supprimais les 300 messages, je les renvoyais. Excellent. Ouais. Okay. Et quand j'ai eu le retour, par exemple, je parlais, du coup, je suis devenue amie avec plein de ces influenceurs. Ils me disaient, mais c'est fou, ça marche trop bien. Parce que je me disais, mais pourquoi elle est là pourquoi on voit cette marque tous les jours? Comment c'est possible, en fait? Okay. Et donc, campagne d'influence qui fonctionne plutôt bien avec 300 influenceurs. Comment évolue la marque au fil du temps? Dans les influenceurs, on n'a jamais rien investi. Donc, c'est que du gifting. Ouais. Exactement. La marque évolue très bien. La première année, je peux le dire, on finit avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Qui est ton objectif. Qui est mon objectif. Et c'est ça que je me dis, je ne savais absolument pas comment je vais le faire, mais j'étais tellement persuadée que je le ferais que je pense que les choses se sont enchaînées pour que je l'atteigne en fait. Là, dans ta tête, t'avais un petit sentiment de revanche par rapport à ce qui s'était passé à l'école? Oui, j'étais hyper heureuse.
on l'a même pas fêté. Je sais que je l'ai annoncé récemment à mes associés qu'on avait réussi à le faire. Enfin, je sais que je l'avais filmé moi de mon côté où je parlais et je montrais les résultats. Ouais. Mais on l'a même pas fêté en fait parce que notre rythme était tellement intense que on était dans notre bulle, on regardait pas les chiffres, on essaie d'évoluer le maximum possible et le plus rapidement possible. Vous étiez déjà sur l'étape d'après. C'est ça. Ok. Et donc cette première année, c'était quand? C'était du coup en fait on a fait les bijoux. 2021. Ouais, c'est ça. Exactement. 2021, 1 million. Ouais. Et du coup l'après, comment? Et du coup l'après on continue avec les vêtements, on grandit très très vite avec la marque parce que on fait des pièces uniques. En fait, l'influence nous a énormément aidés. Mais on était très très réguliers sur les réseaux, on poste des stories, quinzaine de stories tous les jours. On essaie de vraiment se former une communauté le plus rapidement possible. Et en fait, nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on a un rythme, on sort une collection par semaine. C'est comme avec les bijoux, mais cette fois-ci avec les vêtements. Sur un seul produit ou à chaque fois? On a entre 5 et 10 produits tous les semaines, on sort des nouvelles pièces. Et le but, c'est que tous les semaines, de les vendre. Et ce qui fait qu'on rentre dans un rythme qui devient très très intensif parce que les bijoux c'est pas aussi complexe que les vêtements. Donc on a un challenge, on met du stress. Après on a aussi des problèmes d'entrepreneurs parce que on a des équipes à gérer aussi. Quand on a une équipe, nos collègues qui sont encore en stage et que nous 6 mois après on fait des chiffres aberrants. En fait ça devient compliqué aussi de faire du management. Donc, on doit faire du management, on doit gérer nos équipes. Chacun a ses particularités et a sa personnalité. Et moi, donc, je prends aussi du coup cette initiative de manager les équipes en fait. Comment est-ce que tu le vis ce passage au management? C'est le plus compliqué pour moi. C'était l'étape la plus compliquée pour moi et j'ai aujourd'hui en fait. Ça m'a tellement traumatisée que ça m'a le plus appris. C'était un apprentissage rapide et forcé. C'est ça. En fait, on a vécu des échecs. Par exemple, la première année, on avait nos collègues qui pensaient que c'est parce qu'on fait ces chiffres-là que en fait c'est eux qui doivent les gagner, par exemple. Et en fait, on se rendait pas compte. Donc nous, on essayait d'instaurer une atmosphère très positive. Par exemple, on faisait quelque chose, c'est qu'on faisait 400 € de courses tous les semaines pour nos équipes. Okay. C'est quelque chose que je me suis rendu compte que pour moi, c'était une obligation pour les remercier. Tout le monde avait quelque chose à manger. Enfin, j'essaie de les mettre parce que je suis pas manager, donc je sais pas comment faire pour que chacun se sente bien et j'essaie d'être le plus reconnaissante possible en fait. Mais plus tu donnes, plus on s'assoit sur ta tête. Exactement. Ça, c'est un apprentissage que je vois de plus en plus. Mmh. Et pour te rassurer, 100% des entrepreneurs avec qui je discute me disent que c'est la problématique numéro 1, c'est l'humain, parce que c'est très compliqué. C'est ça. C'est en même temps ce qui peut être le plus beau et en même temps c'est ce qui est le plus complexe. Exactement. Et que effectivement, quand tu donnes beaucoup, tu peux très vite, ça peut très vite mal se passer aussi. C'est ça. Parce que les gens vont intégrer ça comme une habitude, comme quelque chose de normal, et du coup forcément ils vont aller demander d'autres choses. Donc je comprends totalement ce qui a pu se passer. Mais c'est exact. Nous au bout d'un moment, on leur a tous dit de rentrer chez eux. Je te dis honnêtement, en fait, on s'est dit mais c'est plus possible parce qu'en fait une personne qui va engrainer l'autre, du coup ça va créer un engrenage général. Mais c'est pas leur faute parce que en fait, faut que les managers, les gens qui gèrent les équipes, ils doivent savoir le faire. Ouais. Moi qui a 20 ans, qui gère des équipes, des dames de 40 ans, plus des jeunes de 18 ans, enfin chacun, c'est un métier en fait. Clairement. Donc évidemment, faut savoir le faire et évidemment, faut essayer de déléguer ça le plus rapidement si on a les moyens de le faire en fait. Ou de prendre des personnes qui comprennent ta vision. Et c'est ce qu'on a fait pour l'équipe d'après qu'on a recrutée. On a essayé de faire les choses différemment, leur donner l'autonomie, l'indépendance, les laisser respirer, de pas être sur leur dos. Et en fait, juste
qu'ils aient leur mission et chacun avance ensemble pour un but commun, mais que tout le monde soit indépendant en fait. Donc phase de transition sur la partie équipe. Et donc après, quand vous recrutez cette nouvelle team, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe trop bien parce que aujourd'hui, on a toutes ces personnes, elles sont toujours avec nous. Incroyable. Ouais. Donc franchement, quand j'ai eu cet échec de mes équipes, j'écoutais des livres tous les jours. J'essaie de comprendre comment se passe le management, comment on doit gérer. En fait, j'ai tellement emmagasiné de choses que je t'ai formé. Je me suis formée et c'était devenu une obsession pour moi en fait. Et au final, ça marchait, donc je suis contente. Trop bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Vous continuez, vous reprenez les collections? On reprend les collections, on décide. En fait, pendant cette phase, quand on perd nos équipes et qu'on recrute nos nouvelles équipes, on continue de grandir encore plus, encore plus, encore plus. Donc, on décide de faire notre premier défilé. On nous vend que un défilé pour la Fashion Week, ça va nous faire grandir encore plus. On essaie de suivre vraiment tout ce qu'on a entendu. Tous les codes de tous la les mode. codes, voilà. Et tous les codes qu'on fait, ça ne marche pas. Quand on organise notre défilé, on investit 40-50 000 euros dans un défilé, mais le lendemain, on reprend notre vie, en fait. Il n'y a pas de après, c'est vraiment l'image. Il y a en fait, on prend vraiment une année à faire le plus d'échecs possible, sans le vouloir, bien sûr, mais on teste plein de choses, en fait. On teste plein de choses, on fait appel à des agences de presse, on fait appel à des prestataires extérieurs, on teste plein de choses et on essaie d'avoir le maximum d'expérience sur cette deuxième année pour essayer de comprendre comment tout cet écosystème il marche et comment on peut évoluer dans cet écosystème le plus rapidement possible. Et donc, quand suivre les codes, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On les casse? On les casse. On crée nos propres codes. À chaque fois que quelque chose ne marche pas, on se rend compte qu'en fait, le plus important, c'est de se concentrer sur toi, ta marque, tes réseaux, ta communauté, tes clients. Il y a que ça qui marche. Et en fait, on se met ça dans notre tête. On se dit, on n'accepte plus aucun projet, on n'accepte rien d'extérieur. On essaie juste de se concentrer sur nos clients, faire grandir notre communauté et en fait les régaler eux. Et c'est là où ça prend le plus en fait parce que tout le monde nous suit, tout le monde aime ce qu'on propose et les gens achètent pour nous soutenir aussi beaucoup. Et on se crée une base de 35 000 clients qui achètent à tous les drops. Donc c'est énorme. Ok. Donc là, effectivement, vous continuez les drops, vous explosez. C'est ça. Vous avez aussi une énorme croissance sur les réseaux, sur Instagram majoritairement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc, on finit la deuxième année. L'atelier devient trop petit pour nous. On décide de encore une fois grandir. Faut savoir qu'en fait, on fabrique tout dans nos ateliers. C'est que avec des tissus qu'on choisit, qu'on achète, des tissus éco-responsables. Tout est fait made in France, made in Paris, même à cette époque. Maintenant, on est dans le 94, mais c'est pas loin. Donc, on doit grandir encore plus. Et on fait notre défilé qui marche pas, qui sert absolument à rien. Hein, je te gâche pas. Donc, on continue cette logique de drop et on décide de grandir, donc prendre des ateliers encore plus grands. Et c'est un piège dans lequel on est tombé sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, plus tu grandis, plus t'as l'impression que tu dois investir pour grandir, mais plus du coup t'as des charges qui se rajoutent, donc plus et en fait tu vas en arrière. Les équipes, ça commence à coûter cher. On prend un atelier de 400 mètres carrés, ça nous coûte extrêmement cher. On a une boutique aussi, on ouvre notre boutique vers Saint-Honoré, ça nous coûte extrêmement cher. Et on prend un showroom de 200 mètres carrés dans le 17e. Donc, en fait, on se retrouve, on fait tout ce qu'on peut. On dépense, on investit, on se dit que c'est ça le fait de grandir en fait. C'est aussi l'excitation que ça marche, etc. Donc vous vous dites, si on veut vraiment devenir grand, il faut qu'on investisse un maximum. C'est ça. Mais du coup, ça se passe pas forcément comme
comme vous le souhaitez? Non, ça se passe pas comme on le souhaite parce que l'atelier à Gentilly qu'on a pris, on s'est fait arnaquer. Je vais le dire comme ça. Ce qui arrive. Voilà. Le showroom, il est beaucoup trop grand pour les équipes qu'on a dans ce showroom. Et la boutique, en fait, c'est une boutique image. Il y a pas de passage. En fait, on est vraiment dans une rue parallèle à Saint-Honoré. Mais on a l'impression que c'est fou. On est entre Saint-Honoré et Rivoli, mais il y a pas de passage. Donc, on a une boutique image qui nous sert à rien. On a des ateliers un showroom beaucoup trop grand. On n'a pas le temps de développer. Et on a une fabrication qu'on met de côté parce qu'on reste, nous les associés, on va dans le showroom. Et notre fabrique de 400 mètres carrés, on met une chef dessus et on n'a pas le temps de gérer ça en fait. Donc on arrive à un stade où on a grandi et on est en train de tout perdre, on s'en rend pas compte. Et là c'est la descente en fait. Et c'est récemment, c'est ça qui est fou, c'était entre novembre de l'année dernière et jusqu'à mai récemment. Là, on est en train de tout perdre, on s'en rend pas compte parce que on est plongé dans notre travail, on n'a pas le nez sur forcément, on a le nez sur les chiffres, mais on n'est pas inquiété parce qu'on se dit que ça va continuer comme ça en fait. Dans le tunnel de l'entrepreneuriat, en fait, vous regardez pas autour de vous et du coup, c'est la conséquence entre guillemets des différentes actions que vous avez pu mener. Exactement. Et donc cette descente, elle se passe comment? Comment est-ce que tu le vis et comment ça se passe? En fait, le combo, on décide d'organiser notre deuxième défilé pour la Fashion Week. Comme si ça nous avait pas servi. En fait, on a tellement tout à ce moment-là. On se dit, bon, allez, on va faire un défilé. On a plein de gens qui veulent voir notre collection, qui nous attendent. Et c'était le défilé de janvier. Donc, on décide d'organiser un défilé en 40 jours. En fait, on travaille, mais on veut travailler encore plus. Je sais pas, il y a une boucle qui s'installe que on pense que travail, on réfléchit. En fait, toute notre quotidien, c'est que du travail, du travail. Et dès que tu as un moment où tu fais rien, tu stresses. Donc, tu fais quelque chose. Et on se rajoute des projets, et on s'engouffre dans tellement de projets au final. Et donc là, on décide d'organiser un défilé pour la Fashion Week en 40 jours. Ça prend 6 mois de faire un défilé en général. 40 jours, c'est Ouais. tellement court. Et on décide de documenter ça sur les réseaux. Trop bien. On fait nos recherches de lieux pour le défilé nous-mêmes, nos équipes de make-up. Vraiment, tout le défilé de A à Z, on fait appel à aucun prestataire. On fait tout nous-mêmes. Donc la prod, le ci, le ça, c'est nous qui l'organisons. Bien évidemment, on a toutes nos équipes. On recrute, que ce soit les make-up artistes, etc. Mais tout est fait avec nos mains, quoi. Les visites des lieux, c'est nous qui le faisons. La collection, on la prépare. Les vêtements, on les fabrique. Enfin, on fait tout en interne. Et de A à Z. c'est ça. Et se passe le défilé, du coup? C'est ça. Donc, en fait, à ce moment-là, on fait appel à une équipe d'agences de presse, un showroom de vente. On fait appel à des gens qui vont devoir revendre nos produits après qu'on ait fait le défilé. Donc, on fait appel à ces gens-là aussi. Et tout le monde dit oui, ça va trop bien se passer. Plein d'acheteurs sont intéressés. Ça va être génial. Donc, on nous met des paillettes dans les yeux. On a l'impression que ça y est, on va dépasser le plafond de verre et que on va devenir très, très connu. Donc, on fait le défilé et en fait, rien. On perd. On investit beaucoup et on gagne rien. Donc là, c'est là où on a un déclic. On se dit, OK, les gars, là, il faut qu'on fasse quelque chose, en fait. On va pas du tout dans le bon chemin. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour rien. Et du coup, exactement. Vous êtes, à ce moment-là, vous êtes dans quel état d'esprit? En fait, on se dit, comment c'est possible qu'on gagne autant, mais qu'il y a rien? En fait, il y a plus rien. Comment c'est possible? Donc il y a un trou dans le compte bancaire. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc on a un déclic. On se dit en fait, plus t'as besoin de grandir, il faut qu'on prenne des décisions. Il faut qu'on commence à peut-être déléguer à l'étranger. Il faut qu'on commence à réduire nos équipes et essayer de faire les choses différemment. Et
Et en fait, c'est ça qu'on décide de faire. Donc, on rend la boutique, on enlève tous nos charges. En fait, là, on se met en option, on fait une restructuration totale. Toutes les personnes qui ne servaient à rien ou toutes les choses qui nous servaient à rien, on essaie de minimiser nos charges. Donc, on enlève notre boutique, on rend notre showroom. Là, il nous reste que notre atelier de 400 mètres carrés. On réduit nos équipes et on essaie de reconstruire quelque chose de nouveau. On arrête les drops par semaine. Donc le rythme, on essaie de le faire baisser aussi. Pendant 4 mois, on sort pas de collection. Donc ça, c'est fou aussi. C'est quelque chose qui était jamais arrivé pour nous en fait. Et là, on se pose et on commence à voir les choses différemment. Donc à ce moment-là, on se dit, OK, on a un atelier de 400 mètres carrés, on a 4 ans de savoir faire, d'expérience sur comment marche tout cet écosystème. Et on a un projet de vie, donc de base, c'est de changer tout cet écosystème de la mode pour que les jeunes créateurs puissent avoir leur chance aussi dans ce milieu qui est très fermé et des jeunes qui partent de rien comme nous. C'est vraiment cette vision qu'on a sur du long terme et en fait on s'est dit peut-être c'est le moment de proposer cette vision peut-être et que les créateurs peut-être seront intéressés de rejoindre notre équipe et c'est là où on crée la fondation de la mode. Et donc ça, on est en avril dernier. Ouais. Et donc le projet, c'est justement d'accompagner des jeunes créateurs sur la création et le développement de leur marque. Exactement. En marque blanche, du coup. C'est ça. Okay. Donc, on a la fondation de la mode qui se crée. On l'annonce sur nos réseaux, donc sur Jeune Couture maintenant. Et on a énormément d'inscrits. Je pense que sur Jeune Couture, beaucoup de créateurs, beaucoup de personnes dans le milieu nous suivaient, regardaient ce qu'on faisait parce qu'on partageait tout. Peut-être que on les inspirait aussi par notre parcours. Et en fait, on reçoit une 50aine de créateurs qui veulent se lancer avec nous. Donc, on se dit, OK, c'est trop cool. Là, on a quelque chose de nouveau qui se tient parce qu'en fait, on peut vendre un produit, c'est tellement plus compliqué que vendre un service. Donc, on se dit, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut nous faciliter les choses, en fait. Notre savoir-faire, il peut coûter de l'argent et on peut en faire quelque chose. Donc, et on se rend compte que ça marche. On se rend compte que ça marche, on se rend compte que les créateurs nous font confiance. Donc, on met en place un nouveau écosystème, on leur explique toutes les démarches qu'il y a à suivre et ils nous achètent notre savoir-faire finalement. Et le business model, ça fonctionne comment? Donc, on fait un premier rendez-vous, ils expliquent leur projet et nous, on a dans la Fondation de la mode, on a 4 étapes par lesquelles on peut passer pour lancer une collection, une marque, un produit, peu importe. Chacun a son budget. On s'arrête pas sur les budgets. Si tu as un budget de 500 €, tu peux venir à la fondation. Si tu as un budget de 20 000 €, tu peux venir à la fondation. C'est vraiment au cas par cas. On prend chaque créateur et on essaie de leur apporter justement cette vision avec toute notre connaissance qu'on a pour faire un lancement réussi en fait. Et donc ces derniers mois, vous avez accompagné combien de créateurs? Là, on est à 70 créateurs déjà. Ok. Ouais. Tu peux me parler d'un ou deux créateurs? Oui, on a Pénélope par exemple, qui a un parcours qui est très intéressant parce qu'en fait, elle a sa marque depuis 3 ans. Sauf que elle a fabriqué à l'étranger. Ça s'est toujours mal passé. Sa production, ça ne suivait pas. Et le piège dans lequel les créateurs tombent, c'est qu'ils vont aller chercher, parce que vu qu'il n'y a pas de fabricants en France, ils vont aller chercher dans les pays voisins. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, eux, ils prennent donc ils acceptent les projets, ils se disent OK, on va développer ta collection et plus de nouvelles, tu les payes et plus de nouvelles pendant 6 mois. Donc plus de nouvelles, donc la collection est bloquée. Ce qui est problématique parce qu'en fait il y a pas de collection, elle peut rien lancer, elle a payé et ce qui se retrouve c'est qu'elle repart sur un point mort en fait. Donc on a dû refaire toute sa collection en 2 mois. Elle avait 16 pièces, je crois. Et on l'a accompagnée dans tout ce développement, chercher des matières, chercher des fournitures, faire les patrons, fabriquer la pièce. Et l'écosystème aussi, c'est qu'on leur permet de pas faire de production, minimiser les dead stock et surtout minimiser l'investissement. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer leurs prototypes, ils vont les mettre en ligne et dès qu'ils ont des ventes, ils viennent à nous et à ce moment-là, on les fabrique.
Ouais. Quand vous aidez des jeunes créateurs, justement, est-ce que vous revivez aussi un peu votre aventure entrepreneuriale? En fait, on le vit tellement différemment parce qu'il y a plus cette pression des charges, en fait, c'est comme si tu faisais Jeune Couture, mais en mieux. Ouais. Parce que tu es libre tu as la connaissance, tu es libre de faire les choses et tu sais vers où tu dois t'orienter pour que ça marche, en fait. Et puis, tu as l'apprentissage aussi des erreurs C'est que ça. tu as pu faire ces dernières années, Mm. justement à les accompagner à pas les faire, ou alors à les faire, mais à avoir de l'apprentissage de ces erreurs aussi. C'est ça. C'est exactement. En fait, c'est comme si on faisait notre marque. euh, ce qui est bien, c'est que le créateur, en fait, on lui enlève toute cette charge mentale que nous, on a pu ressentir. Nous, on la vit encore, du coup, parce que on doit faire la prod, on doit développer, on doit gérer les équipes. Mais c'est tellement satisfaisant de leur donner cette chance et de les accompagner sans toute cette charge mentale. Juste, vous êtes des créateurs, prenez le temps de créer et surtout de communiquer, en fait. D'avoir votre communauté, d'avoir vos réseaux et de partager votre passion. Et ça, je trouve que c'est le plus plaisant Ouais. chez la fondation. C'est comme un accélérateur de C'est ça. créateurs. Ok, hyper intéressant. Et du coup, donc c'est un projet qui fonctionne très bien, parce qu'effectivement, en quelques mois, accompagner 70 créateurs, Mm. c'est quand même une sacrée, des sacrés premiers résultats. J'imagine que vous devez avoir hâte aussi de voir l'évolution de ces projets, Oui, puisque finalement, vous allez être un peu un centre de formation, entre guillemets, de la création. exactement. En fait, il y a déjà plusieurs créateurs qui ont fait leur lancement. Donc déjà, on sait ce qui marche pas. On peut faire des retours sur chaque créateur. Et à chaque fois, on se rend compte aussi que en fait, tous les créateurs qui marchent, c'est parce qu'ils communiquent. Et c'est tellement important aujourd'hui. On est sur l'ère des réseaux et on se rend compte à quel point la communication c'est important, quoi. Et du coup, à chaque fois, on prend l'expérience des lancements et on les partage avec les nouveaux qui arrivent. Ouais. Ah, c'est clair que il y a aucun projet qui ne fonctionne sans communication. Que ce soit d'ailleurs un podcast, une entreprise, n'importe quelle typologie de projet, si tu communiques pas dessus, t'as aucune chance de réussir. Ça. Ça, j'en suis convaincu. Mm. Et du coup, il y a un mois, tu vas rajouter une troisième activité Ouais. à tout ça, avec la création de portfolio. Donc c'est sorti il y a un mois, mais j'imagine que vous avez commencé à bosser dessus il y a un peu plus de temps que ça. Non. C'est Ok. ça qui est fou. En fait, donc quand on crée la fondation de la mode, on a un package qu'on propose, c'est campagne de lancement où on a besoin de tout le temps de mannequins. Et en fait, quand je faisais ça pour ma marque, je pouvais les contacter sur les réseaux. Ça allait assez vite, mais en fait, quand t'as 70 créateurs où t'as besoin entre 70 et 140 mannequins par semaine ou tous les 2 semaines, on n'arrivait plus en fait, on a vu un besoin sur ce marché-là, surtout pour moi. Donc je me dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Et dès qu'on a sur quelque chose sur lequel on bloque et que ça n'existe pas, on se dit, ouais, on va le faire. Ok, donc ça va se lancer super rapidement. C'est ça. Et donc, c'est un espace pour connecter mannequins, photographes, maquilleurs, créateurs. Exactement. Euh, comment est-ce que ça fonctionne? C'est une appli, c'est un site web? C'est une application qui va être lancée très prochainement où ça sera un système de swipe et il y aura un explorer et en fait tous les acteurs créatifs de la mode pourront se connecter. Donc par exemple, si toi demain tu cherches un make-up artiste pour ton projet, bah tu vas sur l'application, tu mets tes disponibilités et en fait tu peux directement suivre trouver ton make-up artiste à proximité en fait. Et donc, tu vois directement les tarifs, C'est ça. potentiellement d'un exemple de portfolio, enfin de travail réalisé. Pour l'instant, du coup, l'application n'est pas lancée, donc on n'a pas fait en live Ouais. le test, mais en fait avec la Fondation de la mode, du coup ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait appel du coup avec notre base de mannequins qui ont déjà défilé pour nous, tous les contacts qu'on avait, en fait on leur renvoyait des messages, hello, tu es dispo pour un shooting d'un créateur de la Fondation, et en fait dès que tu passes avec Jeune Couture, ça passe beaucoup mieux. Ouais. Donc à chaque fois, on a une petite équipe, une petite armée qui nous suit et qui vient à chaque fois à tous nos projets.
Et donc l'objectif, c'est de lancer cette application à quel moment? Là, en fin septembre. Waouh, Ouais. extrêmement Ouais. rapide. On veut faire un événement. Donc là, fin septembre, donc c'est encore la Fashion Week, cette fameuse Fashion Week. Cette fois-ci, on va pas faire de défilé, mais on aimerait organiser un concept store avec tous les créateurs de la fondation et faire un événement pour le lancement de portfolio. Vraiment rassembler tous ces gens dès le début. Trop cool, trop cool. Tu sens que c'est un projet qui a un potentiel ultra puissant. Oui, Parce que là, du coup, t'es sur 3 activités totalement différentes. c'est ça. Enfin, totalement différentes, mais en même temps ultra connectées. Dans le sens où, bah, effectivement, une marque, une fondation qui accompagne les jeunes créateurs et une application, une plateforme qui va permettre de connecter ces différents métiers entre eux, ce qui n'était pas le cas avant. Exactement. Donc c'est trop cool. C'est quoi du coup la suite avant de Donc passer à l'avant-dernière partie? la suite, donc là, c'est prendre un atelier encore plus petit, délocaliser délocaliser une partie de notre production, faire uniquement le développement à Paris et essayer de se développer à l'étranger. Donc partir à Londres, essayer d'ouvrir un peu la fondation de la mode dans le monde entier. Euh, Se concentrer un peu plus aussi sur l'aspect business. On est, comme je t'ai dit, on est très intuitif, très instinctif. On n'a jamais eu de financement extérieur. Enfin, tout est toujours de notre poche, vraiment comme des débutants, quoi. Et tout sort de notre poche. On n'a jamais fait appel à des investisseurs. Enfin, et c'est parce que là, c'est différent de notre marque de vêtements, parce que ça prend une ampleur complètement C'est un différente. produit international, C'est ça. à vocation internationale. C'est ça, et surtout c'est une logistique qui est monstrueuse finalement, parce que tu vas devoir gérer euh, toute l'infrastructure Technique. exactement. Donc là ça dépasse, on va dire, nos connaissances, et on aimerait bien s'entourer de bonnes personnes qui vont pouvoir nous suivre dans ces projets-là. Ok, incroyable. Bah, je pense que le message est passé aussi sur les gens qui regarderont ou écouteront le podcast. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast. On va parler d'entrepreneuriat toujours et aussi de mode de rencontre. Pour toi, la mode, c'est quoi? C'est un art, c'est une thérapie, c'est un business ou un mélange des trois? C'est un mélange des trois quand même. Il faut jamais oublier le côté business dans la mode. Il faut jamais oublier de créer. Et c'est une thérapie parce que tu dois raconter ton histoire aussi. Ça doit être énormément tourné sur qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ressens. C'est incarné. Exactement. Est-ce que tu penses que la mode peut réparer des blessures personnelles et collectives? Oui. Oui, parce que c'est exactement ce que moi j'ai vécu. Je me sens tellement plus libre aujourd'hui en étant en ayant créé ma marque de vêtements, et en fait ça m'a donné confiance en moi. Du coup, j'ai perdu mes kilos. Enfin, ça a changé mon monde en fait. Ça a changé ma vie à 100%. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la mode? Est-ce que ça va Hum, être plus durable, plus inclusif, plus intime? L'avenir de la mode, je dirais plutôt flou pour l'instant. Flou parce que tant que les choses, l'écosystème ne changera pas, je pense qu'on restera dans une mode floue. J'aimerais aussi, je suis intimement convaincue que il est temps que les grandes maisons partent à la retraite, et que les jeunes créateurs, ils ont tellement de talent. Il est temps de faire bouger les choses en fait. Donc Renouveler aussi cet écosystème. c'est ça. Ça a été quoi le moment le plus marquant positivement de ton aventure? En fait, c'est le positif, c'est compliqué de. En fait, moi je dirais, c'est le fait qu'on soit tout le temps aussi soudés avec mes associés. Donc c'est un moment qui me marque au quotidien finalement. J'ai Ça, pas c'est un, important, ouais, voilà. C'est qu'on s'entende toujours aussi bien, qu'on se fâche jamais, et on soit toujours autant liés en fait. ouais, le fait d'être C'est soudé ça. et d'avancer vers l'avant, enfin d'avancer avec les mêmes ambitions aussi. Exactement. C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre? C'est la quête de soi, je dirais. Mhm. C'est le fait de se dépasser, de croire en soi, de. En fait, c'est vraiment, c'est quelque chose de personnel, et
Je trouve que ce qui est fou dans l'entrepreneuriat, c'est le fait que le fait d'entreprendre, c'est un énorme apprentissage sur soi-même et que tu ne visualises pas au moment où tu commences à entreprendre. C'est ça. Tu penses que tu vas développer ton business, etc. Mais en fait, l'apprentissage, il va être sur toi-même. Exactement. Et autant que sur ton business. C'est ça. En fait, c'est plus tu vas apprendre sur toi, plus tu pourras exceller dans l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment ça que j'ai compris au fil des années, c'est que tu peux très bien tant que dans ta tête c'est pas clair, tu peux très bien gagner ta vie, ton business il peut marcher, mais tant que dans ta tête et dans ton esprit et de comment tu vois les choses, c'est pas clair, ça pourra jamais avancer correctement finalement. Ouais, je suis très aligné là-dessus. Comment est-ce que ton entourage vit ton aventure? Je suis très soutenue. Après, quand je rentre chez moi, forcément, je redeviens la Selima, la vraie Selima. Il y a un vrai contraste entre moi qui gère une quinzaine de personnes au travail et moi qui à la maison, je suis très soutenue. On parle toujours que de nous, de notre entreprise, que du coup je suis avec mon frère. Tout le temps, c'est tourné autour de nous et on est très très soutenus. C'est trop bien. Ouais. C'est extrêmement important le soutien de l'entourage quand on entreprend. Ça change tout. Hein. Ouais, ça change tout. C'est un vrai booster pour ensuite ne plus avoir peur de rien, quoi. En fait, quand ils comprennent qu'il faut plus te mettre une pression, parce qu'au début, c'est Selima, travaille pas beaucoup, faut que tu fasses des pauses, va en vacances, repose-toi, etc. Mais quand ils comprennent que ça ne changera rien finalement de ce genre de conseils et qu'ils te donnent une tranquillité d'esprit, c'est tellement agréable parce que t'es soutenu et t'as l'impression de bien faire les choses finalement. Carrément. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre puisqu'on est dans un podcast. Cool. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Je prends une bonne douche. Froide ou chaude. Okay. C'est quoi ton plus grand rêve? C'est d'être la femme la plus riche et la plus influente du monde. C'est quoi ta plus grande peur? De perdre mon entourage. Ouais. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué? La puissance de votre subconscient pour une vie riche. Je l'écoute tous les soirs. Je le mettrai en recommandation. Merci. C'est quoi le dernier film ou la dernière série qui t'a marqué? L'Associé du diable. Ça parle de quoi? C'est un avocat qui excelle dans son métier et qui gravit très très vite les échelons et en fait il doit choisir entre sa vie de famille, enfin sa femme et tout ce qui l'entoure en fait dans la réussite. C'est incroyable. Je me le mettrai en reco aussi. Question reverse, tu prends le rôle de host pour une seule question. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser? Il y a une question que je pose souvent, qui paraît bizarre, mais c'est est-ce que tu es heureux aujourd'hui, le fait d'entreprendre et dans ta vie? C'est une très très bonne question. J'ai fait un épisode solo sur ce sujet cet été. Je pense que je suis quand même globalement heureux, mais je suis dans une phase de transition d'un point de vue business. Okay. Donc, je vise à être encore plus heureux dans les prochains mois et les prochaines années. Voilà. Mais c'est toujours très difficile de jauger son degré de bonheur. En vrai, déjà, ce que je trouve trop cool, c'est d'avoir cette liberté d'entreprendre, de le faire, de gagner de l'argent avec ça, d'avoir de l'impact aussi sur les gens. Donc déjà, tout ça, c'est déjà trop cool, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des petits ajustements, tu vois, pour faire évoluer son business, et faire évoluer son média, etc. Tu vois. Ça. Ouais. Et c'est vrai, je suis d'accord. Je suis dans la même... Ouais, dans le même... Mais je pense que finalement, on voudra toujours plus. Hein. C'est un peu le piège aussi de l'entrepreneur, c'est que on tend à toujours faire mieux, à toujours faire plus et tout le temps se dépasser. Donc, on a cette tendance à ne jamais être satisfait. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours à l'étape d'après. Et je suis dans un peu cette phase-là, tu vois. On se comprend. Je suis pas au max d'être heureux, mais voilà, je suis pas à plaindre, entre guillemets.
Il me reste 2 petites questions. Trop bien. La première, c'est est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode? C'est un peu une passe D, tu vois. Je sais pas si tu l'as reçu, mais Clarisse Castan. Clarisse, je l'ai reçue il y a 2 ans, en 2023. Wow. Ok. Clarisse, on a été dans la même promo Forbes en 2023. Incroyable. Comme ça que je l'ai rencontrée, femme incroyable. Du coup, on a fait un super épisode il y a 2 ans. Il faudra que je la reçoive une deuxième fois. Ouais. Parce que effectivement, elle a sorti une série Netflix que je recommande très fortement il y a quelques semaines. Je sais pas si tu l'as visionnée. Oui, bah j'étais dedans. Ah, t'étais dedans? Il y avait des petits passages de moi. Okay, mais incroyable. oui, j'ai regardé et je pense en France, c'est celle qui me motive le plus. C'est une amie à moi aussi et elle est trop forte dans tout ce qu'elle fait et c'est une vraie girl boss, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Donc je prends la reco, même si je l'ai déjà invitée, mais je l'inviterai une deuxième fois, je pense l'année prochaine, comme ça permettra de laisser un petit 3 ans entre le premier et le deuxième. La dernière question, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Ça paraît peut-être bateau, mais je dirais une entrepreneuse ou un entrepreneur, c'est celui qui passe son temps à gérer les problèmes. Je pense que c'est parfait pour conclure l'épisode. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Selima. Merci beaucoup, c'était un plaisir. J'espère que ça t'a plu. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous tes liens en description. Je pense que quand l'épisode sortira, l'application sera aussi sortie, donc on mettra évidemment le lien de Portfolio en description. Tu viendras à l'événement? Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Peut-être des vacances. Je pense qu'il est temps. Allez, après le lancement de l'application, des petites vacances pour se ressourcer et recharger les batteries. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Selima. Incroyable. Merci.